Je vais commencer par, j'aimerais en tout cas dédier cette présentation-là à ma tante Nicole, qui est décédée la semaine passée, qui a été une femme victime de violences conjugales. Elle a vécu dans la terreur pendant 20 ans. Elle s'en est sortie parce qu'elle a eu de l'aide de ses frères, de ses sœurs. Et elle a refait sa vie avec un nouveau conjoint et elle a eu une belle vie avec cette femme-là. Fait que hier, on me posait la question, qu'est-ce qui motive l'implication et le fait qu'on se mette en action? Moi, je vous dirais que ce qu'elle vivait, parce que j'ai 64 ans, bon, fait que quand j'étais tout petite, on savait que ma tante vivait de la violence conjugale. Les femmes, pour se séparer, c'est extrêmement difficile. Il n'y avait pas de mesure de soutien. On savait aussi que cet homme-là était violent avec ses enfants. Là, je vais faire une discrétion, puis je vais me permettre de la faire parce que je pense que c'est une attitude qu'il faut avoir quand on travaille en violence conjugale. Je vais vous raconter une anecdote. C'est le jour de l'an et toute la famille, on est réunis chez ma grand-mère. Et il y a beaucoup de petits-enfants. Et il y a une première tablée où les enfants sont là. Et j'ai mon petit cousin qui est le fils de ma tante. Et ma grand-mère, c'est une femme généreuse. Fait qu'elle sert que l'enfant ait 5 ans ou que ce soit un adulte, c'est les mêmes portions. Ah, OK? Voilà. Et ce père-là violent, pendant qu'on est dans la cuisine à manger, vient à la table et s'insère face à son fils et l'oblige à manger tout ce que ma grand-mère lui a donné. C'est d'une violence extrême. Il n'y a pas d'adulte autour. Mais moi, je suis là, je suis face à cet homme-là. Et pour Noël, j'avais eu des souliers, vous savez, en cuir verni pointu. Et je me suis installée et j'ai donné un bon coup de pied sur le tibia. Il s'est levé en colère. Mais, dans mes 10 ans de hauteur, oui, mais il est en train de... OK. Et pour une fois, les adultes ont dit, elle avait raison. Tu n'avais pas à faire ça. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en violence conjugale. On est témoin de certaines choses, on ne sait pas comment agir, mais il faut garder un esprit de révolte et d'injustice. Et c'est dans cette perspective-là aussi qu'il faut travailler et travailler avec les autres. Fait que voilà, ça c'était mon anecdote de départ. Donc, hier, je vous ai parlé aussi de Gilberte, qui s'est fait tuer. Mais quand on s'est questionné, en fait, ce qu'on demandait, dans l'histoire de Gilberte, pour les personnes qui étaient là, on avait de l'information qui aurait pu être utile à d'autres personnes. Si elle l'avait eue et capable de la comprendre, on aurait peut-être pu assurer une meilleure sécurité. Est-ce qu'on a partagé cette information-là? On a tenté de la partager, mais on n'était pas dans les mêmes paradigmes. On ne se comprenait pas. Et donc, c'était une fin de non-recevoir. Dans l'histoire de Gilberte, ce qu'on nous dit, c'est il n'est pas violent, le monsieur, il est juste souffrant parce qu'il ne peut pas voir sa conjointe. Et on a eu le sentiment aussi de porter seul la sécurité de cette femme-là. Fait que ça, si c'est des questions que vous vous posez, je pense que la présentation que je vais faire avec ma collègue Louise Riendeau peut être intéressante. Est-ce que c'est miraculeux? Non, mais c'est des pistes de solutions qui sont intéressantes à notre avis. Donc, on va vivre, en violence conjugale, on va vivre beaucoup d'impuissance, mais il faut aussi être capable de relever des défis. Si on reste dans l'impuissance, retournez chez vous, changez de job, faites autre chose. Mais l'impuissance, c'est dangereux parce qu'on va faire porter le poids de notre impuissance sur les autres réseaux. Et des fois, on va le faire porter sur la victime aussi. Fait que pour moi, c'est une première des choses qui est importante. Reconnaître qu'on a de l'impuissance et se demander qu'est-ce qu'on peut faire.
quand on a regardé ça, on disait, on a des défis à relever pour commencer, pour travailler en intersectoriel. On a un cloisonnement de pratiques. Est-ce qu'on arrive à se parler? Et ça, c'est une des premières choses à faire, où on est tout seul dans notre champ, on ne parle jamais aux policiers, on ne parle jamais aux groupes qui interviennent auprès des auteurs. Le cloisonnement des pratiques est un frein important à l'intersectoriel. Un autre défi qu'on a relevé, c'est la compréhension du phénomène de la violence conjugale, qui n'est pas uniforme. Hein? Moi, il y a un policier qui téléphone à la maison d'hébergement et qui dit « Bonjour, j'ai une petite madame battue qui aurait besoin d'aide. » Là, je suis enragée. Une petite madame, c'est pas très gentil. Est-ce qu'il y a des petites madames dans la vie? Hein? Ça, c'est déjà, je commence à pomper. Et battue, là, il faut que je lui explique que la violence conjugale, c'est un petit peu plus compliqué que battue. Fait que je vais lui donner un cours sur c'est quoi la violence conjugale au téléphone. C'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce policier-là est dans une bonne intention de référer quelqu'un. Et c'est dans le cadre de son travail qu'il le fait. Est-ce que je vais rentrer dans sa tête pour changer sa façon de voir la problématique? C'est pas le temps. C'est le temps de dire « je vous accueille ». Et lui aussi est un de mes clients, c'est-à-dire qu'il a besoin d'aide. Il ne sait pas quoi faire avec la victime. Fait que c'est aussi une personne à qui je dois donner des services. Et ce qu'on voit aussi en violence conjugale, puis on le verra tout à l'heure, c'est qu'en violence conjugale, il y a des risques qui sont variables, qui vont évoluer. Il y a des temps où c'est plus dangereux, des temps où c'est moins dangereux, et il y a des temps où le danger peut être persistant et très grave. Et ça, c'est des enjeux. Moi, je dis toujours, il faut crier au loup, mais il faut crier au loup quand il y a un loup. Ça fait partie des choses parce qu'on perd de la crédibilité quand on y va de façon égale, comme si toutes les problématiques de domination conjugale étaient dangereuses au même niveau. Et il y a un des enjeux importants pour relever des défis, c'est le manque de ressources. Vous connaissez ça. On n'a pas d'argent, on ne peut pas former notre personnel, on ne peut pas déployer des ressources supplémentaires, on est obligé de faire des coupures dans les services et ça peut miner aussi notre capacité à se mettre en action. Donc, il faut se mettre en action aussi en étant créative et créatif là, pour voir qu'est-ce que je peux faire avec mes ressources que j'ai à l'heure actuelle. Fait que on était dans ce contexte-là avec des défis à relever à ces différents niveaux-là. Avec le meurtre de Gilberte et le PDC, on va voir, on s'est dit, pour créer le modèle du processus de domination conjugale, il faut deux choses. Pas créer le processus pour créer le modèle, améliorer la sécurité des victimes de violences conjugales, il faut travailler sur deux axes à la fois. Il faut se donner un cadre commun d'évaluation des risques en violence conjugale. Dans l'histoire de Gilberte, on savait qu'elle était en danger, mais on était les seuls à pouvoir mesurer ce danger-là parce qu'il n'y avait pas de violence physique très forte à ce niveau-là. Maintenant, si je sais qu'il y a des risques, mais je suis toute seule, je ne peux pas y arriver non plus. Fait qu'il fallait développer le modèle sur ces deux axes-là au complet, et c'est ce qu'on va aborder dans le fond aujourd'hui avec vous autres. C'est dangereux d'évaluer des risques si on est tout seul, et être ensemble, si on n'a pas le même cadre commun, ben on ne s'entend pas et on ne se met pas en action de façon cohérente et concertée. Et il faut aussi pas attendre juste que le système judiciaire puisse se mobiliser parce que des fois, on est limite pour pouvoir mobiliser le système judiciaire. Est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce qu'on peut porter plainte? Est-ce que la victime est en mesure de le faire? On a eu la chance, dans la région de la Mauricie, à travailler avec un procureur de la Couronne qui s'appelle Maître Claude Lachapelle. Et avec Robert Ayotte, que certains ont côtoyé ici, qui est de l'accord Mauricie, où on assistait à des rencontres intersectorielles qui étaient gérées par notre réseau de la santé et des services sociaux, où
on se retrouvait à faire des dépliants. Alors qu'on travaillait avec des femmes qui risquaient de se faire tuer, on sortait de ces rencontres-là et on était complètement démobilisés en disant « oui, mais il y a des urgences ». Ce qui fait qu'on s'est retrouvés toutes les trois à un moment donné à prendre, il faut prendre un verre. Hein? On a pris un petit verre, on a discuté et on s'est dit il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'on a pris notre bâton de pèlerin et qu'on est allé mobiliser d'autres partenaires pour travailler essentiellement sur la sécurité des victimes. Et chacun, dépendamment des contacts qu'on avait, on est allé chercher ces partenaires-là. Donc, Josiane, tu disais que j'avais développé le modèle, mais c'est pas vrai. Okay. En fait, c'est un modèle qui a été développé, qui a été co-développé par des partenaires. Et ça, c'est peut-être une des stratégies importantes. C'est pas, je vous parle de l'expérience du Québec, mais vous devez développer votre propre dynamique en Belgique, puis des fois, on peut la développer même sur certains territoires et sur d'autres, ça va être différent au niveau du développement. Et je le dis parce que le Bureau des procureurs aux poursuites criminelles et pénales a été un joueur important. On a réussi à aller chercher des gens du comité interministériel, donc au niveau des politiques. Hein, on travaillait en Mauricie, la Mauricie, est-ce que vous savez où c'est? Hein? Vous avez Québec, Montréal, entre les deux. Parfait, si vous déménagez, vous êtes à côté des deux régions. C'est idéal. La Commission québécoise des libérations conditionnelles aussi, parce que le monsieur a une peine, par exemple, d'emprisonnement, mais il peut avoir un suivi probatoire ou uniquement un suivi probatoire. Et la détention aussi est importante, parce que la détention a de l'information à l'intérieur des murs, comment monsieur se comporte. Bien sûr, les maisons d'aide et d'hébergement ont été au cœur du développement et l'accord Mauricie aussi, ainsi que le centre correctionnel. Un centre correctionnel, vous devez avoir ça ici, c'est je sors de prison et je vais avoir un suivi dans la communauté où je peux être hébergé, où je vais avoir un suivi probatoire aussi. Et un des grands partenaires a été le regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Son expertise est très importante. Et un partenaire incontournable aussi, et à Shawinigan, c'est la Sûreté du Québec qui dessert notre territoire. Et bien sûr, c'est un modèle qu'on a travaillé aussi avec l'Université du Québec à Trois-Rivières pour pouvoir le documenter et l'installer. Fait qu'allier la recherche à la pratique, c'est aussi une des stratégies gagnantes. Ça fait partie des bases du travail du CSVC depuis longtemps. Fait qu'on s'est assis, tout ce monde-là ensemble. Hein? Est-ce qu'on s'entendait bien, d'après vous autres? Non. Hein? Non, parce qu'on avait des visions assez divergentes, des façons de concevoir les choses. Et puis, c'est un phénomène complexe, la violence conjugale. C'est pas si simple que ça. On a parlé hier de conflits de domination conjugale. On peut parler aussi, vous avez vu ce matin, la définition du contrôle coercitif. Fait qu'il y a différentes façons de voir les choses. Le contexte de rupture, on sait que le contexte de rupture peut être un moment charnière au niveau de l'intensification des risques. Il faut penser aussi à la reprise de pouvoir des victimes. Elle ne veut pas porter plainte, qu'est-ce qu'on fait? Il y aurait peut-être un levier judiciaire pour la protéger, mais elle refuse de le faire. Fait que comment on va travailler avec cette dimension-là? Il y a aussi des éléments de personnalité. On parle de personnalité surcontrôlée, de personnalité narcissique. Moi, je dis c'est intéressant. Si tous les narcissiques étaient dangereux pour les conjointes, on aurait une gang d'artistes qui seraient en prison. Mais c'est pas parce que tu es un narcissique que tu es nécessairement dangereux.
Il y a des éléments culturels aussi, puis je veux pas parler ici nécessairement. Je vais vous donner un exemple. Un témoin de Jéhovah, c'est une secte, c'est fermé, c'est un réseau particulier. Comment on travaille quand la victime est dans ce type de réseau-là? Fait que qu'est-ce qu'on fait au niveau des enfants aussi? Parce on l'a vu, hein, on en a parlé pendant 2 jours, les enfants sont au cœur de ces dynamiques-là. Fait que comment on les protège à l'intérieur de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de la relation amoureuse? Hein? Il y a des gens ici qui ont été formés au PDC. Une relation de domination conjugale, ça ne commence pas par de la violence conjugale. Ça commence par une relation amoureuse. On n'est pas assez folle, les femmes, tomber amoureux d'un tortionnaire, quand même. C'est pas... si on le lit, on a un problème, mais c'est pas ça le problème. Voilà. Il y a des individus qui n'ont pas d'antécédents aussi de violence, ou peut-être qui en ont, mais que ça n'a jamais été dénoncé. Et on sait que les tribunaux vont prendre en considération les récidives. Mais il n'y a jamais eu de plainte de portée. À la Séjournelle, on a un conjoint qui a eu des plaintes pour sa première conjointe, mais on a eu 7 conjointes pour le même monsieur. Mais les 6 autres femmes n'ont jamais voulu porter plainte. Fait qu'on aurait de la récidive s'il y avait eu des plaintes, mais il n'y a pas eu de plainte. Hein? Qu'est-ce qu'on fait aussi? Un des enjeux particuliers qu'on avait, c'est si on veut se partager de l'information, parce que pour travailler en intersectoriel, il faut être capable de se parler. Qu'est-ce qu'on fait du sacro-saint respect de la confidentialité du secret professionnel quand on est membre d'un ordre? Comment on va gérer ça pour pouvoir le faire? Parce qu'on a vu aujourd'hui, les hommes violents peuvent aussi te dénoncer à ton ordre professionnel si tu fais des choses. Fait que comment on peut aussi protéger les professionnels qui vont se mettre en action pour faire ça? Et qu'est-ce qu'on fait de la famille? Qu'est-ce qu'on fait des proches, le nouveau conjoint, le père, la mère qui dénoncent, qui prennent position? Est-ce qu'ils sont à risque aussi? Puis un des enjeux majeurs, je vous dirais, c'était comment on évalue les... Ici, maintenant, c'est assez simple. La femme téléphone, je viens d'avoir un appel ou vient de m'envoyer un texto, il s'en vient à la maison, il a dit qu'il me tuerait. On fait le 911, ça se gère bien. Mais quand les risques sont à moyen terme et à long terme, comment on gère ça? Et souvent, les outils d'évaluation évaluent ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un moyen? Où, quand, comment? On est dans ça. Mais en violence conjugale, c'est un petit peu plus complexe que ça. Fait qu'on s'est posé énormément de questions, mais on se les est posées ensemble. Fait que c'est... Puis là, regardez, mon petit bonhomme, il est mêlé, là. OK? Voilà. Ça vire dans sa tête. Ce qui nous a amené à travailler, à se dire... vous avez été formés, je pense que vous avez formé près de 5000 personnes à peu près au niveau du processus de domination conjugale. Fait qu'on a décidé de prendre ce modèle-là comme base commune de compréhension de la violence conjugale. Parce que ce modèle-là nous permet de comprendre la différence entre un processus de domination conjugale qui s'installe et un conflit. C'était déjà quelque chose d'important, et de voir comment ça va évoluer dans le temps. Puis vous le savez, hein, une dynamique chaotique, là, dans le rouge, c'est plus dangereux qu'une dynamique qui est dans le jaune, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments, mais on n'est pas encore dans une dynamique qui est fonctionnelle. Fait qu'il y a peut-être plus de place à faire de la prévention. Ça nous permettait d'estimer les risques. Mais moi, je mettrais le doigt sur ce modèle-là, on parle de violence conjugale souvent dans la dyade du couple. Une personne dominante avec une personne qui fait l'objet des tentatives de domination, mais il y a un 3e joueur qui est hyper important qui s'appelle les réseaux de protection sociale. Et ça, c'est vous autres. Et on est des acteurs à ce niveau-là. Et quand le réseau de protection sociale ne fait pas sa job, il vient renforcer, dans le fond, le pouvoir de domination de la personne dominante. Mais s'il fait bien ton travail, il peut arriver
à diminuer les risques, puis aussi à protéger la victime, et là, je pense femmes et enfants. Et dans ce processus-là, ce qui est important aussi, une des premières dimensions, au-delà des antécédents et ce qu'on a appris, c'est la relation sécurisante. Et on parlait beaucoup des enfants. Pour les enfants, dans ce processus-là, la relation sécurisante, elle ne vient pas du père. Hein? Sa sécurité vient de la mère. Et les enfants sont au cœur de ce système-là. Fait qu'on est parti de ça. Et gardez en tête réseaux sociaux, parce que si on parle d'intersectoriel, c'est à cette dimension-là qu'on s'adresse essentiellement. Et si les stratégies, je veux dire, privilégiées par les personnes dominantes pour installer leur pouvoir sur l'autre, c'est d'isoler la victime, bien, si on ne se parle pas, on contribue à cet isolement-là. Et c'est aussi simple que ça. En ne se parlant pas, on vient comme renforcer toute la dynamique de domination conjugale. Ouvrir, même pour les victimes, aller dire qu'est-ce qu'elles vivent à des intervenantes, le dire à leur mère, le dire à leurs amis, c'est déjà ouvrir le système. Puis si entre nous, on est capable de se partager de l'information, la confronter aussi, ben on vient d'ouvrir ce système-là qui va se jouer moins en vase clos. Est-ce que c'est magique? Non, mais ça nous permet de faire des avancées importantes. Je vous ai parlé des défis qu'on avait à relever. Hein? C'est pas parce qu'on a un cadre commun pour évaluer les risques qu'on est nécessairement obligé de penser toute la même chose. À l'époque, le regroupement provincial, dans un de ses colloques, dans son assemblée générale, je pense, a fait une présentation sur le modèle de Duluth et on a trouvé ça à Shawinigan génial. Génial, pourquoi? Parce que c'est un modèle de concertation où on dit on s'assoit ensemble et on a un objectif, se centrer sur la sécurité. C'est l'objectif qu'on a. Fait que, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, est-ce que ça contribue à améliorer la sécurité ou pas? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on a un modèle unique? Non. On a des limites organisationnelles, on manque de ressources, il y a des réorganisations. On va viser le développement des meilleures pratiques et protocoles, pas les parfaites. Parce que si on attend la perfection, là, on ne bougera pas beaucoup. Mais qu'est-ce que je peux faire d'un petit peu plus que ce que je faisais avant? Comment je pourrais faire un petit peu différemment? Et comment je peux suivre aussi ce que je fais? Parce que c'est beau de dire je vais appeler les policiers et dire telle chose. Est-ce que ça a donné des résultats? Il faut aller voir. Hein? Et si je mets en place, par exemple, je forme mon personnel pour qu'il soit capable de faire des évaluations de sécurité, est-ce que je leur donne les moyens de les faire? Est-ce qu'elles ont réussi à acquérir les compétences? Il faut suivre à l'intérieur nos choses. Il faut bien sûr, dans le modèle de Duluth, ce que Duluth nous dit, c'est qu'il faut un système, il faut avoir des infrastructures qui vont soutenir les victimes. Puis il faut aussi avoir la possibilité de sanctionner, mais aussi de réhabiliter les conjoints. C'est pas juste on les tasse et ils font pas partie de la solution, ils font partie aussi de la solution. Puis il faut regarder notre évaluation du point de vue de la sécurité de la victime. Moi, je vous dirais, moi j'ai un indicateur particulier de résultats quand je suis en intersectoriel. Vous le prendrez pas, c'est est-ce que j'ai du plaisir à travailler avec les autres. Si vous emmerdez dans une réunion, peut-être ça va mal. Mais si vous avez du plaisir à travailler avec d'autres partenaires, ben c'est bon signe, vous êtes probablement en train d'avancer. On s'est inspiré aussi de la politique gouvernementale parce que tout seul à Shawinigan, on ne change pas grand-chose. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté aussi politique de dire on va mettre de l'avant ce principe-là de la sécurité et se sentir appuyé par les instances politiques. Sinon, c'est une belle expérience sur un petit territoire. Shawinigan, là, c'est à peu près 50 000 personnes. Donc, 30 000 la ville principale et des petites municipalités autour.
Et on a travaillé aussi sur la levée de la confidentialité et du secret professionnel, parce que c'est un des enjeux majeurs. J'y reviendrai tantôt. On a travaillé, le premier axe, hein, avoir une grille commune d'évaluation de la sécurité. On lui a trouvé un nom à cette grille-là. Elle s'appelle la grille Vigie, VC. Vigie, pourquoi? Parce que quand on est en vigie, on surveille. Et on a travaillé avec l'Université du Québec à développer cette grille-là. Donc, une première étape d'analyse des besoins. Vous avez vu tous nos partenaires, de quoi ils ont besoin, ce qui leur conviendrait. Par exemple, les services correctionnels avaient déjà une grille d'évaluation de la récidive qui s'appelle le LSCMI. Demandez-moi pas ce que ça veut dire, les acronymes. Mais eux nous disaient, cette grille-là est intéressante, mais en violence conjugale, elle ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas face à des contrevenants criminels comme d'habitude. On est plus avec la criminalité intime et on n'est pas avec le voleur de banque, le gars qui fait des fraudes, on n'est pas avec le même genre de criminels et cette grille-là, elle a des limites. Fait qu'on a besoin de quelque chose qui va venir compléter notre grille. Ce qui est ressorti aussi, c'est qu'on avait besoin d'une grille qui était utilisable à la fois par les personnes qui travaillent avec les victimes, mais aussi les personnes qui travaillent avec les auteurs. On ne voulait pas avoir deux grilles complètement séparées. Fait que notre agente de recherche a fait une recension des indicateurs, des outils existants. C'est 2 ans de travail, là, ce dont je vous parle, en matière d'évaluation des risques. Et on est arrivé à la décision qu'il nous fallait une grille où la prise de décision clinique pouvait être aidée par un outil qui était plus structuré. Donc, garder le jugement professionnel aussi comme un élément important. Donc, cette grille-là va servir à soutenir le jugement professionnel, à se questionner sur qu'est-ce qu'on pense, comment on voit les choses et à mettre de l'avant certains indicateurs. On a produit une première ébauche, la grille, on l'a fait valider par des juges indépendants sur le contenu, la forme. On a formé du personnel de différentes organisations à travailler avec. Ils ont expérimenté, on a revisé pour que ça s'adapte à leur milieu. Et on s'est dit, bon, c'est bien beau, on a un outil pas si pire, on va aller évaluer la fidélité, c'est-à-dire est-ce que des personnes qui travaillent dans des organisations différentes, avec les mêmes informations, arrivent au même résultat au niveau du danger. Et on est arrivé à un niveau de fidélité suffisant pour le groupe Maison d'hébergement et services correctionnels. Le centre résidentiel communautaire n'a pas passé le test de la fidélité, mais curieusement, dans le groupe, eux autres, ils ont 2 volets. Ils ont un volet hébergement, il y a un volet communautaire. Le volet hébergement a passé, mais le volet communautaire, ça n'a pas fonctionné. On a eu un problème de méthodologie dans l'explication. Mais il reste qu'on s'est aperçu que je travaille avec les victimes, je suis au service correctionnel, je travaille avec les auteurs, on arrive au même résultat. Et ça nous a permis aussi de préciser les conditions d'utilisation et on a fait des versions ensuite adaptées à chacune des organisations qui l'utilisaient. Je vous ai mis là des exemples. Ça, c'est la première section de la grille VJVC, c'est-à-dire la base militaire de Valcartier, où on a formé le personnel des services psychologique et de santé mentale, disait, nous, on a besoin de savoir ça, le numéro de matricule. Bon, OK, on vous met le numéro de matricule. Le CRC de Charlevoix, qui est un centre résidentiel communautaire, vous voyez, ça commence à être un peu plus... non, ça c'est le CHIC de Charlevoix, qui est un groupe qui intervient auprès des conjoints. C'est-à-dire, est-ce que je l'ai vu en personne? Est-ce que c'est au téléphone? Est-ce qu'il y a toute l'information qu'il y a besoin pour le retrouver dans ces dossiers, en fait? La maison d'hébergement pour femmes immigrantes.
Est-ce que c'est des services au téléphone, être en hébergement ou dans les services ambulatoires? Et on coche toujours, dans chacune des grilles, c'est l'autorisation aussi de communiquer avec d'autres. Est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on ne l'a pas? Et l'autre information importante, c'est est-ce que les centres jeunesse sont là? Parce qu'on parle de la protection des enfants aussi. L'établissement de détention. Voilà. Fait que pour chacun des types de partenaires, il y a sa grille. Qui n'utilise pas la grille? Le bureau des procureurs au service correctionnel n'utilise pas cette grille-là, mais ils sont formés. Parce que le procureur doit donner au procureur du contrevenant, doit donner toute l'information qu'il y a à l'intérieur de son dossier. Et l'information qu'il y a dans cette grille-là, ben, on ne veut pas qu'elle circule, qu'il y en ait accès. C'est la victime qui nous témoigne de certaines choses. Mais on peut lui donner certaines informations, mais pas la grille telle qu'elle. Il faut vous dire que la grille, c'est un outil intervenant. On va communiquer à la femme le résultat de notre évaluation, mais elle n'aura pas en main la grille parce qu'on va voir que je peux aussi y ajouter de l'information qui m'arrive d'autres personnes. Et ça, c'est aussi pour protéger les partenaires. En gros, vous avez la grille. Quand on a fait la recension des écrits, on a trouvé des indicateurs actuariels. Vous savez, c'est quoi un indicateur actuariel? C'est, ça doit être la même chose en Belgique. Pourquoi ça coûte plus cher à un jeune homme de s'assurer pour avoir son permis de conduire, avoir une auto, parce qu'ils sont plus à risque de faire des accidents que les jeunes femmes. Ça fait que ça, c'est tiré des statistiques. Hein? Par exemple, on sait en termes d'indicateurs actuariels que quand il y a 10 ans d'écart d'âge entre les deux conjoints, donc le conjoint est plus vieux, il y a plus de femmes qui sont à risque quand il y a 10 ans d'écart d'âge. Quand ils sont en union de fait, il y a plus de risques qu'elles se fassent tuer. Mais est-ce que toutes les femmes qui ont 10 ans d'écart d'âge, qui sont en union de fait, mais il faut quand même les entrer dans nos données. Des indicateurs cliniques. Bon, je vous parlais de personnalité narcissique. Est-ce que je suis avec quelqu'un qui est très narcissique, très centré sur lui? Il faut le voir. Puis, il y a des indicateurs scientifiques où on est allé voir effectivement des choses comme la rupture présente des plus grands risques. Il y a certains indicateurs qui ressortent dans la littérature. On a regroupé ces indicateurs-là en 8 catégories qui suivent la logique du processus de domination conjugale, en fait. Donc, manifestation de violence, mais aussi manifestation de contrôle. Oui, violence physique, violence sexuelle, mais le contrôle économique et le contrôle social sont deux indicateurs très forts aussi. Pas uniquement violence, mais contrôle social. À moins de faire une séquestration, on ne peut pas porter plainte parce qu'il ne veut pas qu'on voit notre famille. Mais c'est un indicateur qui est important. Et on a regardé dans ce bloc-là aussi, est-ce qu'il y a intensification du contrôle dans le temps? Est-ce que les manifestations sont variées? Est-ce qu'ils utilisent une variété de stratégies de contrôle? Et là, dans les stratégies de contrôle, il y a toutes les stratégies de manipulation douce. On en a parlé, le bouquet de fleurs. Ça a l'air de rien, mais ça a de l'effet. Hein? Un beau « je t'aime », là, ça fait tellement du bien, hein? Mais ça fonctionne. Fait que ça aussi, la grille intègre les indicateurs de ce type-là. Et ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a intensification par la fréquence, la variété et la sévérité. Hein? Entre frapper le poing sur la table pour affirmer son pouvoir, l'étrangler. On est dans une manifestation de violence physique qui va en s'intensifiant dans le fond et qui est dangereuse. Et on regarde aussi la persistance, parce que vous savez qu'en violence conjugale, quand on a travaillé sur le PDC, une des choses qui est importante pour nous,
c'est de défaire l'idée que les femmes étaient passives. Elles sont hyper actives, même quand elles se subordonnent. C'est une façon de dire « je me protège ». C'est vu comme de la passivité, mais c'est une stratégie de protection importante. Fait qu'on est allé voir, quand elles bougent ou qu'elles essaient de négocier des choses, comment le système se réinstalle. Fait que est-ce qu'il y a de la persistance dans le temps, malgré tous les efforts de la victime d'arrêter le processus de domination conjugale, avec souvent l'aide des réseaux de protection sociale. Le deuxième niveau, c'est les impacts. Le deuxième niveau, c'est la peur. Et la peur est un indicateur majeur. C'est pas normal d'avoir peur de son conjoint. C'est pas normal d'avoir peur de s'affirmer. C'est pas normal d'avoir peur pour ses enfants. Il y a des femmes même qui vont décider de rester avec des conjoints en disant « j'aime mieux être dans la maison, pouvoir protéger mes enfants qu'être à l'extérieur de la relation et ne pas protéger mes enfants. » Et dans la peur, il y a aussi la peur des réseaux de protection sociale. Moi, quand j'ai peur, c'est pas pour rien. Je n'ai pas peur pour n'importe quoi, mais quand j'ai peur, les intervenants sont appelés à coter leur niveau de risque aussi. Ce qui est dangereux avec la peur, c'est, je vous dirais, ce qui est à mettre en relation, c'est moi j'ai peur, puis elle n'a pas peur. Ça, pour moi, ça me fait plus peur. Parce que ça veut dire qu'en termes de mobilisation pour se protéger, elle ne mettra pas les moyens en place, elle n'appellera pas les policiers, ça augmente le risque. Le troisième niveau, c'est les impacts sur la victime. Et les proches et victimes, on parle les enfants. La femme, les enfants, le nouveau conjoint, les parents, mais on parle aussi, en fait, puis ça peut être l'impact sur vous autres aussi. Vous pouvez faire l'objet de menaces, hein? Puis avoir peur de vous impliquer dans une dynamique de domination conjugale. On va aller voir, la section E est réservée, je dirais, plus aux personnes qui interviennent directement avec les auteurs, parce que ça va être comment lui verbalise ce qu'il est en train de faire, mais c'est aussi comment il tente de manipuler ce réseau-là. Hein, il va faire de la distorsion, il va minimiser, il peut même intimider. Fait que cette section-là est plus réservée. Et comment il justifie aussi ce qu'il est en train de faire. Moi, je vous donnerai une définition de la domination. C'est quelqu'un qui a acquis, dans le fond, au fil de ses expériences, la conviction, qui a le droit et qui sait comment faire pour subordonner les autres à ses besoins. Fait que quelqu'un qui n'est pas volontaire, qui se retrouve dans un groupe, il va essayer de minimiser. Il va jouer la même chose que jouer avec sa conjointe. Il va le faire partout et voilà. Et il faut aller voir, un des blocs aussi majeurs, c'est l'écart d'intention. Est-ce que toutes les ruptures sont dangereuses? Non. Mais une rupture où je veux maintenir mon emprise sur l'autre, je ne veux pas qu'elle reprenne de la liberté. Et une victime qui dit non, moi je maintiens mon intention de vivre libre en dehors de ta réalité, parce qu'un conjoint, ça impose sa réalité à l'autre. Ça va être dangereux si ça se maintient. Fait que l'écart d'intention est important. Il y a des dynamiques. Je vous disais, la femme arrive, puis je me sépare, c'est fini. 3 jours après, tout ce qu'elle voulait, c'était pas séparer. Ce qu'elle voulait, c'est qu'il aille consulter au groupe pour hommes. Ça a fonctionné. Il n'y en a plus d'écart d'intention. Fait que les risques viennent de diminuer. On va aller voir les antécédents judiciarisés et non judiciarisés. Le système va prendre en considération ceux qui ont été judiciarisés et des fois, ils ne peuvent pas remonter très, très loin non plus dans les accusations, mais on va aller regarder ça. Et il y a l'autre facteur aggravant, c'est-à-dire problème de santé mentale, mais diagnostiqué. Problème de consommation, c'est pas de prendre un verre, là, c'est d'en prendre. Vous avez la vulnérabilité de la victime. Je suis enceinte, c'est un facteur aggravant. Je suis vulnérable. Je suis une femme immigrante. Je n'ai pas de réseau autour de moi. Je ne parle pas la langue. C'est un facteur de vulnérabilité qui vient aggraver les risques.
Une fois et on va aller voir les facteurs de protection, et ça c'est intéressant parce qu'on dit on peut avoir des choses, mais il y a possibilité de diminuer nos risques si on a des facteurs importants de protection qui sont, c'est simple, c'est-à-dire j'ai des scénarios de protection pour la victime qui sont réalistes, mais j'ai surtout des mesures de protection qui viennent du réseau aussi. Interdiction de contact pour les enfants, visite supervisée pour les enfants. Fait que, est-ce que j'ai des mesures qui vont venir aider la victime dans sa protection elle-même? Et est-ce que ce conjoint-là a un réseau d'aide autour de lui qui est, pas qu'il valide dans ce qu'il est en train de faire, mais qui va le soutenir pour ce que Suzanne Léveillé disait, pour avoir un plan B? Pas juste la rupture, c'est définitif, mais est-ce que j'ai d'autres scénarios pour arriver à la rupture? Et est-ce qu'il y a des mesures de contrôle aussi du conjoint? C'est sûr que s'il est en prison pour un temps, pour tout de suite, il n'y a pas de problème, mais il va sortir de prison. Le problème n'est pas réglé. Hein? On commence s'il n'y a pas de service autour. Et dans les facteurs de protection, ce qu'on a trouvé, et souvent on n'en tient pas compte, c'est est-ce que c'est quelqu'un de sensible à la réprobation sociale. Hein? C'est pas très bien d'être vu comme un homme violent, mais si on apprend autour que je suis un homme violent, ça se peut que je me mette à faire attention à ce que je fais et que je veuille avoir une bonne image. Fait que des fois, on peut jouer aussi sur ce facteur-là. Une fois qu'on a fait ça, on va déterminer nos codes. On regardera tantôt qu'est-ce qu'un code rouge, un code orange, un code blanc, un code jaune et un code vert. Mais comme c'est une grille de travail intersectorielle, on va aller identifier c'est qui est autour de ce couple-là. Est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce qu'il y a un travailleur social? Est-ce qu'au travail, il y a de l'aide? Parce que souvent, il y a de l'aide aux employés. Qui peut avoir une influence sur ce couple-là? Et une fois qu'on a précisé ça, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut surveiller. À l'heure actuelle, je suis dans un code orange, mais si madame décide de se séparer ou qu'il sait qu'elle a un nouveau conjoint, je risque de passer à du rouge. Ça fait qu'on va aller déjà prévoir tout ce qui est à mettre à regarder. Et chaque organisation va dire, je mets en place telle chose, je vais faire des mesures de rappel, des choses de même. Et on va refaire de l'évaluation. C'est sûr que quand on arrive à des codes orange qui risquent de passer à rouge ou des codes rouges, on fait plusieurs évaluations, on suit de très près la situation. Vous avez là la codification d'un code rouge qui a été pris à partir... en fait, il y a eu un meurtre au Québec, et avec une enquête du coroner, où la loi, c'est la loi 180 qui a été sortie, qui est venue modifier le Code des professions. Et cette loi-là nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas l'obligation. On peut le faire, de lever la confidentialité et le secret professionnel, si l'information qu'on est allé chercher, et avec la grille, on est allé chercher de l'information, nous permettent de croire, d'estimer qu'on est en présence d'un motif raisonnable. Motif raisonnable, ce n'est pas le motif raisonnable au sens de la loi, là, ce qu'on voit dans les films. Motif raisonnable, c'est le motif du bon passant. Moi, avec ce que je vois, raisonnablement, je me dis que c'est dangereux. Okay? Un risque sérieux de mort, dont le suicide, et ça, c'est important parce qu'on va évaluer aussi les risques suicidaires au niveau du conjoint. Un conjoint suicidaire est à regarder de près parce qu'il peut facilement emporter sa femme et ses enfants. De blessures graves, et la blessure grave, on parle aussi de blessures graves psychologiques, on peut parler de post-traumatique, on peut parler de dépression majeure installée. Menacer une personne ou un groupe de personnes, il faut que ça soit identifiable. Un jour, il va arriver quelque chose à quelqu'un, ça ne marche pas. Et qui inspire un sentiment d'urgence. Sentiment d'urgence, ce n'est pas ici et maintenant. Ça risque de se passer un jour. On ne sait pas quand, on ne sait pas exactement comment, on ne sait pas
où il va s'en prendre à elle, mais on sait que s'il maintient son intention de rétablir son pouvoir sur elle, il pourrait y avoir une étincelle qui fasse exploser et que la femme, les enfants soient en danger ou que lui-même soit en danger. Fait que ça, c'est notre définition du code rouge qui est balisé en fonction de la loi 180. Le code orange, je soupçonne que si il arrivait quelque chose, ça, la majorité de nos codes sont orange en maison d'hébergement. Un code jaune, j'en ai pas de motif raisonnable de croire. Ça peut être une dynamique de domination conjugale, mais il n'y a pas de risque de mort ou de blessure grave, minimalement. Le code vert, je n'ai plus aucun motif sérieux. Souvent, c'est des dynamiques qui se sont résorbées. Et le code blanc, c'est hyper important. C'est un code qu'on a introduit pour nous obliger à poursuivre la cueillette d'informations parce qu'on s'est aperçu, quand on manquait d'informations, on avait tendance à mettre ça dans le fichier oublié. Là, tu ne vas pas vérifier, tu ne sais pas. Mais ça nous oblige à poursuivre l'évaluation. Et je vous dirais que des fois, ça prend plus qu'une rencontre pour être capable de déterminer le niveau de risque. Qu'est-ce qu'on surveille? Les risques de perception de perte de pouvoir chez la personne dominante, ne serait-ce que j'ai décidé que je retournais à l'école et tu ne vas pas m'arrêter. Hein? Oui, la séparation est faite, mais j'ai un nouveau conjoint qui marque une rupture définitive, un écart d'intention qui persiste dans le temps. Il y a eu des limites émises. Il n'a pas le droit de la contacter, mais il le fait. Il dépasse la limite qu'on lui a mis. Ça veut dire qu'on est encore dans quelque chose de très actif. Les facteurs aggravants, on parle de cruauté envers les animaux. Menace de suicide, c'est un facteur aggravant parce qu'on ne se menace pas comme ça, mais aussi à cause des impacts que ça va avoir sur la victime, sur les enfants. C'est pris très au sérieux. On va alerter les autres réseaux quand on a ça. Et c'est la maison d'hébergement qui prend en charge les menaces de suicide. On ne laisse pas ça entre les mains de la femme. Des problèmes graves d'addiction. L'isolement social de la victime et de la personne, c'est un des grands points qu'il faut travailler pour améliorer la sécurité. Bien sûr, on va identifier les manifestations. Est-ce qu'il y a un écart important entre la part de la victime, celle des réseaux d'aide? Est-ce qu'il y a des apprentissages importants de victimisation? Vous allez le voir dans les impacts post-traumatiques, dans l'impuissance acquise. Et la difficulté, pour certains, ils sont très rigides, même s'il y a beaucoup d'interventions qui sont faites, la conviction qu'il a le droit de le faire, ça reste. Et ça persiste avec un sentiment de légitimité très fort. Voilà. Je suis fatiguée. L'exposé n'est pas fini, puisque maintenant, on va laisser la place à Louise Riendeau, qui travaille avec Denise Tremblay et qui, je vous le rappelle, est experte au regroupement provincial des maisons d'accueil, un des gros regroupements des maisons d'accueil et d'hébergement pour femmes au Québec, hein, et qui reprend une grande majorité des maisons d'accueil. Et puis, elle est responsable de l'implémentation du modèle que vient vous décrire Denise dans la ville de Québec. Et donc, on va passer un peu à comment, finalement, concrètement, on arrive à implémenter un tel modèle de manière réaliste. Alors, Denise, Louise, à toi. Bien, bon après-midi. Alors, c'est ça. Moi, je vais vous parler un peu. Denise vous a expliqué comment on a construit l'outil et je vais vous parler comment on a construit les mesures de communication entre les partenaires et par la suite, quelles sont les évaluations, qu'est-ce qu'on a appris du travail qu'on a fait. Alors, vous avez sur le graphique qui est là, non, je n'ai pas avancé, voilà. Les différentes mesures qu'on s'est dit qu'on avait besoin pour être capable de travailler ensemble. C'est des mesures assez simples, là. La référence, tout le monde connaît ça, on en fait régulièrement. Dans le contexte du carrefour, par exemple, on peut avoir une situation, et je vais revenir un peu plus longuement tantôt, où
la Commission québécoise des libérations conditionnelles doit contacter une victime. Nous, selon la loi, quand il y a un agresseur qui a utilisé de la violence conjugale ou qui a été condamné pour un crime sexuel, la Commission doit systématiquement contacter les victimes avant les auditions pour la libération conditionnelle. Et de ce fait, elle peut informer la victime qu'il y aura une audition, mais elle peut aussi recueillir de la victime des informations. Est-ce que monsieur a continué de la harceler? Est-ce qu'elle est inquiète? Etc. Et prenons ce cas-ci, en parlant avec la victime, la responsable à la commission peut s'apercevoir que quand monsieur va sortir, si madame ne veut pas reprendre la relation avec lui, on peut se retrouver dans une situation dangereuse. Donc, la commission va demander à madame si elle l'autorise à la référer vers une maison d'hébergement ou si elle peut prendre contact avec une autre organisation. Donc, c'est une référence. L'autre type de moyen de communication qu'on s'est donné, c'est la communication intersectorielle avec ou sans données nominatives. Dans certains cas, on n'a pas besoin d'avoir des données nominatives. Par exemple, dans une maison d'hébergement, on a regardé la situation avec une femme. On n'est pas certaine s'il y aurait tout ce qu'il faut pour qu'une plainte soit retenue. Alors, dans ces cas-là, on peut appeler le service de police, on peut appeler le procureur aux poursuites criminelles et pénales et lui dire « Voici, moi j'ai une dame, vous n'avez pas besoin de savoir son nom, son histoire c'est ça, ça, ça. Croyez-vous que ça vaut la peine que je l'encourage à aller porter plainte? » Et si on nous dit non, bien, on ne met pas la femme en échec, on lui a pas fait vivre une expérience où elle va avoir eu le sentiment de ne pas être entendue. Donc, c'est un exemple. Communication avec données nominatives. Denise disait, dans le modèle, on regarde les éléments à surveiller. On sait que madame vient d'aller chez l'avocat et que monsieur va recevoir la demande de divorce. On sait que monsieur est suivi par le groupe pour conjoints violents. Madame nous a donné l'autorisation. On peut donc appeler le groupe pour conjoints violents, lui dire « Surveillez ça, monsieur va recevoir les papiers, le risque pourrait augmenter quand il va l'avoir. » Donc, ça leur permet, eux, d'adapter leur intervention et déjà de se mettre dans une situation où ils vont être capables de gérer le risque. On a aussi un autre mécanisme qui s'appelle la levée de drapeau rouge. C'est un peu comme ce dont je viens de vous parler, c'est en fait informer un autre intervenant pour s'assurer que son intervention va être adaptée. Prenons l'exemple, on a une femme dans une maison ou dans un autre service qui pense retourner avec son conjoint et qui dit « Oui, mais même si j'appelle la police, on a fait un scénario de protection avec elle, puis elle dit « Mais même si j'appelle la police, écoutez, mon conjoint, c'est quelqu'un bien en vue dans la région, peut-être qu'on ne me croira pas. » Alors, la maison peut appeler le service de police et dire « Écoutez, Madame X, qui habite à telle adresse, on l'a eu, on a évalué la situation, c'est une situation de violence conjugale. Alors, si vous avez un appel au 911, on vous invite à agir prestement et à intervenir en tenant compte du fait que ce n'est pas une chicane de couple, que c'est de la violence conjugale. » Donc, ça, c'est un mécanisme qui est assez simple, très léger, mais qui permet effectivement d'avoir une intervention adaptée. Tout comme on aurait pu le faire avec, si monsieur est en thérapie dans un organisme de dépendance, on pourrait les informer qu'il y a de la violence conjugale. Peut-être que monsieur ne l'a pas dit, mais qu'il faudrait qu'ils en tiennent compte dans leur intervention. Enfin, il y a ce qu'on appelle les rencontres multipartenaires et les cellules de crise. Je vais en parler un peu en même temps. En fait, les rencontres multipartenaires, c'est quand on se dit on a besoin d'être plusieurs parce qu'on a besoin de plusieurs expertises pour arriver à trouver une solution à cette situation-là. Donc, on va inviter non pas l'ensemble des partenaires, vous voyez dans le diagramme qu'on a, on a à peu près tous les partenaires qui peuvent être invités. On ne va pas inviter l'ensemble des partenaires, on va inviter ceux qui peuvent contribuer à résoudre la situation. Et en général, on aura une autorisation. Les victimes vont facilement donner une autorisation de communiquer l'information. Donc, les gens vont pouvoir, entre eux, mettre ensemble ce qu'ils ont comme intervention et essayer de trouver quelle serait la meilleure solution.
et je vais vous donner un exemple concret par la suite, et voir, au fond, ensuite, quel suivi doit être fait. La cellule de crise, c'est assez semblable, mais en fait, on l'utilise à peu près jamais parce qu'on est beaucoup dans la prévention. Mais la cellule de crise, c'est une rencontre multipartenaire qui est faite quand on est vraiment dans un code rouge, il y a un danger imminent et on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Dans ces cas-là, les partenaires vont demander au Carrefour Sécurité en violence conjugale d'organiser la rencontre. Souvent, ils seront accompagnés d'intervenants qui sont au dossier pour être sûr qu'on a vraiment toute l'information nécessaire et ils vont faire un plan auquel on va donner suite et pour lequel le Carrefour va s'assurer que les suites vont être données. Alors, si on prend quelques minutes au niveau du diagramme qui est là, en fait, ce qu'on voit, c'est que chaque organisation a son rôle à jouer, mais elle a une zone d'intersection avec les autres organisations et les bulles pourraient changer de place. Là, on a les services policiers à côté du bureau des procureurs ou à côté de la ressource communautaire pour victimes, mais ça pourrait être la ressource pour victimes et la Commission québécoise qui se donne une zone d'intersection où ils vont se parler, communiquer, se référer des gens. Et tout le monde, effectivement, est centré sur la question de la sécurité. Alors, je reviens avec un exemple concret. On repart de l'histoire dont je vous ai parlé à la commission, où la responsable craignait qu'une femme, elle soupçonnait, elle était dans un code orange, elle soupçonnait que si madame s'opposait ou ne voulait pas reprendre la relation avec monsieur à sa sortie de prison, elle pouvait être d'un code orange. Donc, elle a, comme je l'ai dit tantôt, contacté la maison d'hébergement. La femme a été vue à la maison et la maison a estimé qu'on était peut-être plus dans un code rouge que dans un code orange. La commission avait aussi fait une communication avec les services policiers parce qu'elle n'a pas donné la libération conditionnelle à monsieur, mais au bout de sa peine, il sortait. Donc, il fallait voir qu'est-ce qu'on va faire. Suite à ça, dans une deuxième étape, on restait inquiet de la situation. Donc, ce qui a été décidé de faire, c'est une rencontre multipartenaire avec la commission, avec les policiers, avec la maison, mais avec les procureurs, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on pourrait protéger madame. Et de là est venue l'idée de faire quelque chose qui peut se faire, mais qui ne se fait pas couramment, c'est on va imposer à monsieur, dès sa sortie de détention, une ordonnance de non communiquer avec madame et avec ses proches. Et au niveau du service de police, on va mettre en place un programme de surveillance accrue, parce qu'on était certain que monsieur allait récidiver très rapidement. Et comme de fait, le lendemain de sa sortie, il s'est présenté chez un proche de madame. Avec le programme de surveillance, les policiers l'ont arrêté puisqu'il venait de manquer aux conditions qui étaient imposées et il est retourné en prison. Donc, on a pu protéger madame et on avait fait une très bonne évaluation de la situation. Alors, comment faire pour que tout ça se fasse? Comment faire pour favoriser le partenariat? Bien, d'abord, il faut mobiliser ce que nous, on appelle les personnes en autorité. En fait, c'est les directions des différentes organisations, institutions, organismes communautaires, pour qu'elles fassent le constat qu'effectivement, il y a un problème au niveau de la sécurité et que nous sommes imputables au niveau de la sécurité et qu'elles décident de s'engager et d'engager leur organisation. Après, on leur demande de désigner des intervenants pivots. En fait, quand je vous parlais de la zone d'intersection, c'est les intervenants pivots qui vont se parler entre eux d'une organisation à l'autre. C'est les gens qui assurent la liaison, c'est des gens qui vont souvent être plus formés que les autres et qui vont, dans la plupart des cas, il y a des cas de grandes institutions où c'est différent, aussi jouer un rôle de personne ressource, de support pour les membres de leur équipe. Quand on n'est pas sûr d'une évaluation, on va voir la personne ressource. Quand on pense qu'il faut parler à une autre organisation, on va voir la personne ressource et elle appelle la personne ressource ou l'intervenant pivot de l'autre organisation.
On va aussi inviter les organisations à se doter de politiques puis de procédures internes. OK, comment on fait? Comment on intègre l'utilisation de la grille dans la pratique? Est-ce qu'on le fait systématiquement? Est-ce qu'on le fait quand on est plus inquiet? En tout cas, chaque organisation, en fonction de sa nature, c'est sûr que dans une maison d'hébergement, on travaille uniquement avec des victimes de violences conjugales. Donc, on va le faire beaucoup plus systématiquement. Dans un centre de santé, c'est peut-être à partir du moment où on va avoir un petit indice, où on va dire « Ah, je vais prendre l'outil, on ne l'a pas dit, mais il y a un outil détaillé puis un outil abrégé. » Dans certains cas, on va utiliser l'outil abrégé et quand il y a plus de doutes, on va se vérifier avec le détaillé. Fait que chaque organisation, en fonction de son mandat, de sa nature, de ses capacités, va se donner ses propres politiques. Ensuite, pour que ça marche, cette communication-là, il faut, c'est pas magique, on l'a dit, c'est pas, avant d'arriver au plaisir dont Denise parlait, des fois, ça prend du temps. Donc, il faut se donner des mécanismes pour favoriser l'interconnaissance et la création du lien de confiance. Donc, ce qu'on a mis en place, nous, c'est des rencontres statutaires de personnes ressources. 3-4 fois par année, on réunit les gens. On les amène à faire des études de cas ensemble. On les amène à parler de comment leur organisation travaille. Souvent, les gens nous disent « Oui, oui, je les connais, les autres organisations. » Au bout de quelques mois, ils disent « Ah, je les connais beaucoup mieux. Je suis capable de voir quelle est la limite de l'autre. » Parce que souvent, on va dire « Ah, mais pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il ne fait pas ça? » Mais peut-être qu'il y a une limite à son mandat. Donc, ces rencontres-là permettent aux gens de mieux se connaître, de connaître leur mandat, leurs limites, de développer des liens de confiance entre eux. Et une fois par année, on fait une rencontre des directions, des personnes en autorité pour voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils ont des problèmes dans leur organisation à participer, à appliquer le modèle? Autre chose qui permet de créer ce partenariat-là, c'est évidemment les formations. Denise vous a parlé de l'outil, mais l'outil vient avec une formation qui explique aux gens comment l'appliquer. Ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, pendant un temps, on a fait des formations plus sectorielles. On formait les maisons d'hébergement, on formait les groupes pour conjoints, on formait ceux qui travaillent à la fois avec les contrevenants, avec les auteurs et avec les victimes. Mais on se rend compte que déjà de faire de la formation multisectorielle, déjà installe le partenariat. Parce que les gens entendent les autres, comprennent leurs questions et donc déjà c'est un premier pas. Pardon. Donc, on a 2 formations, la formation sur l'évaluation de la sécurité et la formation sur la levée de la confidentialité. Quand on peut la lever, comment on fonctionne avec les différents codes, quelles sont les différentes règles. Et dans tout ça, le rôle du Carrefour, nous, on est un organisme qui est comme à l'extérieur des différentes organisations, on n'est pas sur le terrain nécessairement, mais notre rôle, c'est de coordonner les différentes activités d'implantation. Comme je l'ai dit, aller voir chacune des organisations, essayer de les mobiliser, organiser les formations, travailler à améliorer la communication. On est aussi l'organisme qui offre les différentes formations. Et au besoin, parce que ça prend quand même un petit temps pour arriver à intégrer les différents indicateurs et dépendant si on en fait beaucoup parce qu'on est une maison d'hébergement ou si on fait moins d'évaluation parce que la proportion de personnes qui vivent la violence conjugale dans l'ensemble de nos clients est plus petite, on peut avoir besoin de plus de temps pour apprendre. Donc, on peut soutenir les gens. Quand ils ne sont pas certains de l'évaluation, ils disent, bon, voici ce que j'ai dans ma grille, quel code vous pensez que c'est? Donc, on peut avec eux réviser ça, les aider à se faire une tête, ou on peut aussi les aider à dire quels seraient les partenaires qu'on devrait interpeller pour essayer de gérer collectivement cette situation-là. Donc, c'est un rôle du Carrefour. L'autre chose, c'est, on a dit qu'on a travaillé avec l'Université du Québec, c'est vraiment de développer, de documenter les connaissances, les pratiques autour de ça. Et vous allez voir, on continue d'essayer de documenter ce qu'on fait et de l'évaluer.
Et enfin, favoriser la diffusion du modèle dans d'autres régions du Québec et ailleurs. Donc, quand le modèle a d'abord été créé à Shawinigan, comme Denise l'a dit, et on a quand même assez rapidement vu des résultats. D'abord, on a vu que de travailler comme ça ensemble, ça faisait qu'il y avait une augmentation du nombre de dossiers identifiés violences conjugales dans les différentes organisations. Parce qu'avec la grille, ça permettait de mieux comprendre les situations. On a vu qu'il y avait plus de références à la fois pour les victimes et à la fois pour les agresseurs. Et on a vu la mise en place d'ententes de référence, de collaboration qui ont pu être formalisées. Par exemple, une entente de référence entre le service de police et la maison. Chaque fois que le service de police intervenait auprès d'une victime, pouvait lui demander l'autorisation de la référer à la maison. Ou il y a eu à une époque une entente de collaboration entre Accord Mauricie qui pouvait référer les conjointes de ses clients à la maison d'hébergement. On a vu aussi, et ça c'est pour la séjournelle seulement, parce que les autres n'ont pas mesuré, on a vu vraiment un impact dans la pratique. D'abord, quand on a questionné les femmes sur qu'est-ce que ça fait au niveau de votre sentiment de sécurité, ce que les femmes ont dit d'abord, c'est « Bien, écoutez, moi, quand j'ai su que j'étais un code rouge, j'étais inquiète. Mais quand j'ai vu que tous ces partenaires-là se mobilisaient pour m'aider, ça m'a sécurisée. » Et elles ont aussi eu le sentiment qu'un certain nombre d'intervenants les croyaient davantage et que la maison d'hébergement se faisait un peu leur ambassadrice auprès d'autres intervenants. Donc ça a été très sécurisant pour elles. Au niveau du niveau de danger, ce que la séjournelle a constaté, c'est que d'abord, il y a eu une diminution des codes blancs. On s'est donné la peine d'aller vérifier, d'aller chercher l'information pour se faire une tête sur les situations. Il y a eu aussi une diminution des codes rouges, des cas les plus dangereux. Puis ça, quand on en discutait, les codes rouges, dans une année, pour une maison, ou en tout cas pour la séjournelle, ce n'est pas la majorité des cas. C'est peut-être 3 à 5 des situations qui sont rencontrées qui vont être des codes rouges. Mais là, on a vu, avec l'implantation du modèle, une diminution de ces codes-là, qui en fait sont allés grossir le nombre de codes orange. Les codes orange, c'est on a un soupçon. C'est en fait, on a été capable de résorber la situation où le danger était imminent. Pas complètement, donc on reste dans un code orange, et les codes orange ont ainsi augmenté. On a eu une augmentation des codes jaunes, c'est-à-dire quand il n'y a plus de danger, il n'y a pas de danger, aussi parce qu'on a réussi avec l'action, avec la gestion que la séjournelle a faite, mais aussi la gestion collective, à diminuer le danger, et il y a eu une augmentation des codes verts, donc des situations où c'était résolu. Comme on l'a dit, on a exporté le modèle. On a eu un projet qui a été subventionné pendant 3 ans pour exporter le modèle dans la région de la Capitale-Nationale, donc la grande région autour de la ville de Québec et dans le Bas-Saint-Laurent. On a eu dans ces régions-là les mêmes partenaires de base qu'en Mauricie, mais à la Capitale-Nationale s'est ajouté un centre de crise et la base militaire. Ce qui est intéressant parce que ce n'est pas un partenaire avec lequel on travaille si régulièrement. Dans le Bas-Saint-Laurent, il y a eu aussi une plus grande variété. Il y a eu des centres de femmes. En fait, c'est l'équivalent de maison des femmes. C'est des services ambulatoires où les femmes peuvent aller non seulement pour la violence conjugale, mais pour se réseauter, pour toutes sortes de problématiques. Donc, dans cette région-là, les centres de femmes étaient actifs en violence conjugale, donc ils ont été intégrés au groupe. Il y a eu aussi des organisations de santé mentale, de prévention du suicide et une ressource d'intervention en toxicomanie. Avant de parler des leçons apprises, je vous disais qu'on a documenté. Effectivement, on a fait une évaluation de l'implantation du modèle en Mauricie comme 4 ans après avoir fini l'expérimentation. Et par la suite, on a utilisé ces mêmes outils-là pour documenter ce qui se faisait dans les nouvelles régions où on s'implantait. Et ce que les gens nous ont dit,
c'est que les formations qui avaient été données, les rencontres de personnes ressources, tout le travail qu'on a fait pour le partenariat, ça leur a donné une meilleure connaissance des autres ressources qu'ils n'avaient au début et une bien meilleure connaissance que ce qu'ils pensaient avoir. Ça a aussi amélioré les liens de confiance entre les personnes pivots, qui sont celles qui se fréquentent le plus dans ce modèle-là, donc qui apprennent à développer des connaissances, des connivences, et donc ça facilite, quand on téléphone à quelqu'un qu'on connaît, c'est beaucoup plus facilitant. Dernièrement, on nous présentait un cas qui est arrivé dans un centre résidentiel communautaire, là, qui travaille avec les contrevenants dans la communauté, où on avait essayé de rejoindre les personnes ressources du service de police qui étaient en vacances. Et donc, on a dû passer par la filière ordinaire, ce qui a donné très peu de résultats. Alors que s'ils avaient pu rejoindre les bonnes personnes, probablement qu'on aurait pu mieux intervenir dans cette situation-là. Et ce que les gens nous ont dit beaucoup, c'est que ça avait diminué leur sentiment d'impuissance, qu'ils avaient le sentiment d'être davantage capables d'agir face à des situations dangereuses, quand ils appellent dans une autre organisation, ils savent que les gens vont avoir la même lecture. T'sais, on a un même outil qui est utilisé à la fois avec les auteurs de violences, à la fois avec les victimes. Bien sûr, dépendant de avec qui on travaille, on a accès à certaines informations de façon plus pointue, mais en même temps, notre outil a tous les mêmes indicateurs. Donc, si on dit à une autre organisation, il y a une intensification, il y a un écart d'intention, il y a tel facteur de protection ou il y a tel facteur aggravant, on se comprend facilement. Et ça, c'est un élément qui a été beaucoup ramené par les gens en disant, bien, avant, on aurait téléphoné puis on ne nous aurait pas pris au sérieux. Là, les gens comprennent de quoi on parle. Donc, ça a été vraiment positif à ce niveau-là. Et comme les gens ont aussi pu partager leur expertise, des organisations qui connaissaient moins bien le processus de domination conjugale ou l'ensemble des contours de la problématique peuvent maintenant avoir une meilleure connaissance. Les conditions de réussite. Bon, on a développé en Mauricie et on s'est implanté ailleurs et on a pu voir la différence. Au fond, on voit qu'en Mauricie, on a co-construit et il y avait des leaders régionaux qui étaient très forts dès le début et c'est ce qui a, je pense, fait une partie du succès et ce qui a aidé à beaucoup mobiliser les directions. Donc, on se dit, quand on s'en va ailleurs, la première condition, c'est d'avoir des leaders régionaux forts parce qu'il y a beau y avoir le carrefour qui est capable de supporter, de former, d'organiser des rencontres, on n'est pas sur le terrain et les gens, en dehors des situations à risque, continuent de se voir, de se fréquenter. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui portent ça, qui portent le projet et qui puissent motiver et mobiliser les autres directions qui sont là. Il faut évidemment, comme on l'a dit, comme dans le modèle de Duluth, se donner la sécurité comme guide de l'action. Probablement qu'on ne s'entendra pas sur, si on discutait philosophie par rapport à la problématique de la violence, si on discutait en fonction de nos mandats, on n'arrive pas nécessairement à la même place. Mais quand on parle de sécurité, on est tous imputables. On a tous une responsabilité, donc c'est plus facile de s'entendre là-dessus et de se dire, est-ce qu'il y a un risque ou est-ce qu'il n'y a pas de risque dans cette situation-là? Et s'il y en a un, qu'est-ce qu'on fait? Okay? On ne rentre pas dans le reste de l'intervention que les gens vont faire, on se centre là-dessus. La variété des secteurs, j'en ai un peu parlé hier pour ceux et celles qui étaient là. En fait, c'est important parce qu'on a tous des mandats, des missions spécifiques et on ne peut pas tous faire la même chose. La police a des pouvoirs qu'une maison d'hébergement n'a pas. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales a des pouvoirs que la police n'a pas. Donc, il faut avoir une variété pour élargir notre capacité d'agir et aussi pour arriver ensemble à trouver des meilleures solutions et à sortir de nos créneaux, de nos silos. Avoir des trajectoires de service hors et dans le système judiciaire, Denise en a parlé. Comme je l'ai dit,
la formation multisectorielle est déjà une bonne condition de réussite, mais aussi la formation continue. Les gens changent dans les organisations ou les gens veulent approfondir les choses. Donc, il faut être capable de renouveler les formations de façon régulière. Le déploiement des protocoles de référence et de collaboration sont aussi parmi les conditions de réussite. La qualité des intervenants pivots. On sait, on a tous nos personnalités. Il y a des gens qui sont plus capables de communiquer, de faire des compromis, de comprendre la réalité de l'autre partenaire. C'est ces gens-là dont on a besoin au niveau des intervenants pivots. Donc ça, c'est important. Et enfin, avoir un cadre souple pour tenir compte des impondérables. Quand on a eu le projet de 3 ans, on était pris dans un cadre de 3 ans. Et il fallait avancer, il fallait rendre des comptes aux bailleurs de fonds. On aurait probablement été beaucoup plus à l'aise, puis on aurait probablement eu plus de succès si on avait eu 4 ans ou 5 ans, parce qu'on aurait pu s'adapter à « Ah, tiens, telle personne ressource part à la retraite », part en congé de maternité, ça change la dynamique dans le groupe, il faut se prendre le temps de se réorganiser. Donc, il faut être capable de donner du temps au temps et de faire face aux impondérables. Donc, on est très content du modèle qu'on a mis en place. On trouve que ça fait une différence pour les femmes. Et au Québec, il y a 7 régions au total où il y a des modèles d'action intersectorielle. En fait, au fil de l'histoire, depuis une vingtaine d'années, sont nés différents modèles qui sont nés des besoins de leur communauté. Tu sais, il y en a, on a parlé de Mauricie, Capitale-Nationale, Bas-Saint-Laurent. À Laval, il y a un autre modèle. En Abitibi, il y a un autre modèle. Tous ont les mêmes objectifs, mais tous ne fonctionnent pas de la même façon. Mais on se dit, 7 régions au Québec sur 18 régions, c'est pas beaucoup et ça n'a pas de sens. Pourquoi une victime de violence conjugale qui est dans une région où il y a un modèle serait mieux protégée qu'une victime qui est dans une autre région? Donc, notre défi, c'est vraiment de dire il faut aller plus loin et il faut qu'il y ait des actions comme celle-là partout sur notre territoire. Mais si on veut aller plus loin, on ne peut pas juste faire de l'évaluation et de la gestion des risques. On a besoin de changements plus structurels, plus systémiques. Bon, bien sûr, on va inviter, tu sais, ce qu'on veut faire, c'est inviter tous les intervenants à documenter l'histoire des couples qu'ils ont devant eux quand il est question de violence conjugale. Bon, on parle du PDC, mais on le sait, la violence conjugale, ce n'est pas un seul événement. Et si tous les intervenants regardaient l'ensemble de l'histoire, on aurait un bien meilleur portrait et on prendrait sans doute des meilleures décisions. Mais au plan plus systémique, il y a des initiatives actuellement au Québec ou au Canada pour lesquelles on a quand même un certain nombre d'espoirs que ça va améliorer les choses. D'abord, on se dit qu'il faut identifier les occasions de prévenir. Depuis presque 2 ans maintenant, le Québec s'est doté d'un comité d'examen des décès liés à la violence conjugale. De tels comités, il en existe au Canada depuis le début des années 2000. En Ontario, ça a été le premier, je crois. En fait, le mandat du comité, c'est de réviser tous les cas, en tout cas au Québec, c'est tous les cas d'homicide, que ce soit de la conjointe ou des enfants. Tous les cas des suicides d'auteurs de violences conjugales et les cas de suicide de victimes de violences conjugales. Et notre objectif, c'est d'aller voir, à partir des rapports des coronaires, parce que ce comité-là relève du bureau du coroner, d'aller voir, est-ce que quelqu'un, un professionnel ou quelqu'un d'autre, aurait pu faire quelque chose, aurait pu avoir une intervention différente qui aurait permis de prévenir ces morts-là. Et c'est ça, notre objectif, c'est pas de chercher qui blâmer, mais c'est plutôt de proposer quelles seraient les meilleures pratiques à adopter
pour prévenir ces décès-là. On va rendre un premier rapport, je dis nous, là, parce que Denise et moi sommes membres de ce comité-là qui regroupe pas mal les organisations qui interviennent au niveau de la violence et certains ministères qui sont impliqués dans le plan d'action gouvernemental, quelques chercheurs, chercheuses aussi. Donc, il y aura un premier rapport bientôt. L'autre chose, il faut davantage intégrer l'évaluation et la gestion des risques au processus judiciaire. À l'heure actuelle, il y a un projet pilote qui est mené par le ministère de la Sécurité publique et qui vise à ce qu'on évalue les risques pour la sécurité au moment de la comparution là, sur remise en liberté. La règle chez nous, j'imagine que c'est comme ça ici aussi, c'est vraiment c'est la liberté qui, en attente de procès, les gens sont généralement libérés, à moins qu'il y ait un danger pour la sécurité de la population. Dans les cas de violence conjugale, c'est de la sécurité de la victime dont on parle. Et à venir jusqu'à maintenant, les contrevenants étaient presque toujours libérés de façon quasi automatique. Alors là, il y a un projet pilote dans 4 districts où on va évaluer plus sérieusement les risques pour informer le tribunal qui pourra prendre une décision plus éclairée. Alors, on a de l'espoir dans ce projet-là et on espère qu'il pourra se généraliser. On espère aussi que dans cette foulée-là, il pourra y avoir plus de demandes de rapports présententiels dans les cas de violence conjugale pour qu'on regarde quelles seraient les meilleures stratégies à utiliser. Est-ce qu'il faut faire de la surveillance auprès du conjoint violent, le voir régulièrement pour savoir comment il bouge, est-ce que le risque augmente, est-ce qu'il faut du contrôle, des interdictions de communiquer, de la détention, bon, différentes mesures. Est-ce qu'il faut aller vers du traitement, du soutien, ou est-ce qu'on va plus vers des mesures de sécurité de la victime, bon, qui, elles, n'ont pas rapport avec les sentences, mais c'est différentes stratégies de gestion des risques qui peuvent être utilisées. Autre élément qui nous donne un peu confiance, c'est qu'on vient d'adopter une nouvelle loi sur le divorce au Canada. Elle n'est pas parfaite, elle contient encore des éléments qui sont très irritants, comme pour décider de l'intérêt de l'enfant, on regarde si les 2 parents sont prêts à accepter, à accorder le maximum de communication avec l'autre, c'est ce qui est problématique en violence conjugale, on en a parlé depuis 2 jours, mais elle intègre maintenant une définition des critères à prendre en compte quand on essaie d'évaluer quel est le meilleur intérêt de l'enfant. Parce qu'à venir jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de critères. Il y avait de la jurisprudence, mais en fait, on se rendait compte, il y a des recherches qui ont montré que souvent les juges ou les experts psychosociaux qui font des rapports aux juges, y allaient au fond sur leurs propres valeurs. Et depuis un certain temps, la norme, c'est beaucoup de proposer, comme ici, la question de la garde partagée. Là, je pense que c'est l'équivalent de la résidence alternée. Donc maintenant, dans la nouvelle loi, pour définir l'intérêt de l'enfant, il y a une série de critères, dont l'existence de violences qu'ils ont appelées familiales, là, mais qui inclut aussi la violence conjugale. Et la définition de la violence qui est utilisée est assez large. Parle de domination, parle de coercition, parle du fait que l'enfant peut craindre pour sa sécurité ou qu'un autre membre de sa famille peut craindre pour sa sécurité. Donc, on se dit, ben, c'est un pas qui peut nous amener à aller plus loin. Ça prévoit aussi que pour déterminer l'intérêt de l'enfant, on doit tenir compte de s'il y a d'autres procédures au pénal, au civil, au niveau de la protection de la jeunesse, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant chez nous. Donc, si ça c'est fait, on aura probablement de meilleures décisions et des décisions qui vont davantage protéger les femmes et les enfants. Mais en même temps, il ne faut pas avoir la pensée magique. Ça va marcher si l'État décide de faire de la formation des magistrats, la formation des avocats qui doivent représenter les femmes, si on décide de les outiller pour qu'ils soient capables d'identifier la violence et de le présenter au tribunal. Donc, ce sera vraiment les conditions d'application qui nous permettront de voir si ça fait une différence ou pas. Et là où on a encore des grands problèmes et où il faudrait davantage intégrer l'évaluation, c'est toute
tout le réseau de la protection de la jeunesse qui vraiment distingue mal la violence conjugale et les conflits, nous parle de conflits d'allégeance pour les enfants. Donc ça reste un problème. Et au niveau de la cohérence des décisions judiciaires, tantôt je vous disais, dans la nouvelle loi, on va devoir tenir compte des autres instances. À l'heure actuelle, monsieur peut avoir été condamné au criminel, peut avoir une interdiction de contact, mais malgré tout, le tribunal de la famille va lui permettre d'aller chercher les enfants chez la conjointe. Donc, c'est un grave problème et il faudrait vraiment qu'on puisse intégrer toutes les notions d'évaluation puis de gestion des risques à ce fonctionnement-là. Dernier élément qui nous donne espoir, qui est une de nos initiatives, je vous ai dit, il y a quelques différents modèles intersectoriels sur la sécurité au Québec. Bien, nous venons de contacter les autres modèles pour dire, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour identifier les meilleures pratiques? Dans telle région, ils réussissent à aller à la cour témoigner sur le risque que comporte monsieur. Nous, ce n'est pas quelque chose qu'on a réussi à faire. Nous, on a un outil validé, pas les autres. Donc, on veut essayer de travailler ensemble pour essayer d'identifier quelles sont les meilleures pratiques et justement avoir quelque chose d'intéressant à proposer aux régions qui n'en ont pas encore. Alors voilà, c'est tout.